bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Martine Berthet, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice LR de la Savoie. Vous réagirez notamment aux annonces du gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes. L'été dernier, vous avez co-signé une tribune appelant à plus de moyens contre les féminicides. Donc vous nous donnerez votre avis. Ce sera aussi le thème de notre grand débat dans une heure. ALPL, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Marie Brémaud, bienvenue, notre spécialiste Europe. Les violences faites aux femmes, on en parle aussi au Parlement européen. Oui, en Europe, il y a encore beaucoup de mauvais élèves concernant les féminicides. Samia Dechir fait aussi partie du club. Bonjour Samia. Zoom avec vous sur une nouvelle proposition de loi de Bruno Retailleau. Encore une. Oui, on ne l'arrête plus. Cette fois, le patron de la droite sénatoriale propose de réquisitionner les grévistes dans les transports publics. Et Marie-Pierre Bourgeois fermera le club aujourd'hui, notre chroniqueuse des livres politiques. Marie-Pierre, bonjour. On va parler amitié en politique. Ça existe? Et paraît-il, vous allez voir, on va parler charcuterie comme accélérateur de carrière politique. Mon Dieu, quel programme! Dans une demi-heure, notre match des idées, il opposera ce soir Jean-Sébastien Ferjou à Jacques Tronceau. Nous reviendrons sur cette opération déminage de l'exécutif à 10 jours de la grève contre la réforme des retraites. Édouard Philippe rencontre pendant 2 jours les partenaires sociaux. Réunion de l'ensemble du gouvernement dimanche prochain sur le sujet. Est-ce que ça peut changer la donne? Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, ces annonces issues du Grenelle des violences faites aux femmes. 1000 bracelets anti-rapprochement déployés en 2020. Suppression de l'autorité parentale, dérogation au secret médical, près de 50 mesures et une enveloppe de 360 millions d'euros. Édouard Philippe était accompagné de 12 ministres pour l'occasion. Écoutez. Il sera désormais possible de joindre le 3919 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous allons lancer un appel à projet pour que 2 centres de prise en charge des hommes violents voient le jour dans chaque région. Nous créerons également d'ici 2021 80 postes supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades. Nous inscrirons aussi dans le Code civil et dans le Code pénal la notion d'emprise. Nous devons, lorsque cela peut sauver des vies, offrir la possibilité aux médecins de déroger au secret médical. Le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'1 milliard d'euros à l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Et allons plus loin d'abord sur ce sujet avec vous, Martine Berthet. Merci encore d'être avec nous. Est-ce que, d'après vous, ce plan est à la hauteur? Est-ce qu'il correspond bien à une grande cause nationale du quinquennat tel que ça avait été annoncé? Tout d'abord, je pense que l'on peut se réjouir et se féliciter qu'il y ait cette grande cause du quinquennat et que ce sujet soit traité par tout le monde. Mais effectivement, il y a des mesures qui sont intéressantes. Je me questionne sur le financement de ces mesures qui vont être mises en place. Sera-t-il suffisant? Je pense que c'est l'interrogation que l'on peut avoir. Et je pense aussi qu'il faut beaucoup miser sur des concertations locales entre les différents acteurs pour la prise en charge du mieux possible de ces femmes victimes de violences au sein de la famille. Parce que vous connaissez ce gouvernement et vous vous dites qu'ils ont tendance à zapper un peu la partie locale. Là, vous voudriez qu'il fasse il y a la appel partie locale, oui, et la partie financement. La première victoire de ce Grenelle, c'est d'avoir brisé la chaîne du silence. C'est une phrase signée Édouard Philippe ce matin. Est-ce que c'est pas un peu vrai? Oui, c'est vrai, bien sûr, puisque le fait d'en parler, certaines femmes se sont senties écoutées et ont eu envie effectivement d'aller témoigner. Mais on sait aussi qu'il y a ces féminicides qui ne font finalement qu'augmenter. Donc, à quel moment allons-nous arriver à couper en fait cette escalade? Quelles sont les mesures que vous saluez? Vous parliez au début de cette interview de mesures qui vous paraissaient aller dans le bon sens. Vous pensez auxquelles, par exemple? Alors moi, je pense par exemple à l'augmentation du nombre d'intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie. Je pense que ça, c'est très important pour qu'une femme se sente bien prise en charge, se sente en confiance, soit accompagnée du mieux possible. Il y a bien sûr la question du logement, puisque le frein souvent au départ des femmes victimes de violences, c'est de ne pas savoir où elles vont se retrouver avec leurs enfants, comment elles vont pouvoir être hébergées. Alors il y a aussi une autre façon de voir les choses. Ça peut être le mari qui est éloigné du logement et la personne victime de violence reste dans son habitat avec ses enfants. Je pense que ça fait partie des mesures qui étaient attendues. Et puis, bien sûr, il faut des mesures anti-rapprochement. Alors, le téléphone grave danger est déjà efficace lorsqu'il est mis en place
et bien utilisé. Et le bracelet électronique, on viendra compléter, mais le téléphone grave danger est déjà une mesure qui fonctionne bien. Martine Berthet, on va continuer de parler de ce sujet dans Sénateur à domicile, puisque notre journaliste Alizée Boissin vous a accompagné dans votre circonscription, la Savoie, à Chambéry précisément, pour voir justement comment sont accompagnées les femmes victimes de violences. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Oui. Le moindre petit truc faisait une histoire vite d'insultes, tout ça. Et des insultes, après, ça en venait vite aux mains. Voilà. Et quand j'ai décidé de partir, il était... j'arrive plus à parler. Une parole qui se libère douloureusement. Après des années passées sous silence, Nathalie décide de raconter la violence de son ex-conjoint. Voilà, j'ai reçu 5 coups de poing dans la figure et là je me suis vraiment senti dans un ring où on sent la tête qui va au ralenti, tout ça. Un témoignage anonyme pour préserver sa nouvelle vie et celle de ses 3 enfants. Face à cet homme violent, Nathalie a déposé une plainte et 2 mains courantes. Bon, c'est très bien que comme on vit avec la personne, on n'a pas envie de poser une plainte parce que derrière, on repart dormir chez lui, quoi, enfin, dans la même maison. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas porté plainte. C'est pour ça que j'ai pris des mains courantes, parce que la main courante, ça ne fait pas convoquer monsieur. Il y a 2 ans, Nathalie trouve enfin refuge ici, à l'association Savoie de Femmes, située à Chambéry. Bonjour Nathalie, allez-y, entrez. Je vais me mettre là. Alors Nathalie, ça faisait un petit moment que nous nous étions pas rencontrés. Oui. Comment ça va, depuis j'ai repris mon travail normalement. Un lieu d'écoute, mais pas seulement. L'association lui propose un logement d'urgence pour elle et ses enfants. Donc ça, c'est vraiment pour pallier à l'urgence. Donc une fois de plus, effectivement, c'est elle qui s'extrait aussi du logement parce qu'à un moment donné, soit ça répond vraiment à une demande, elles sont mises dehors, ou rester au domicile, là, à l'instant T, ça peut représenter une forme de danger ou quelque chose qui n'est pas sécurisant. Une mission de relogement qui manque de subventions. Et c'est vrai qu'on a le sentiment un petit peu aussi que les financements ne suivent pas pour qu'on puisse de pouvoir travailler de façon optimale. Caroline espère aussi une meilleure coordination entre les acteurs du territoire. Le but, mieux prendre en charge les victimes. Comment on va continuer à pouvoir s'harmoniser pour être au mieux, de travailler de plus en plus et de mieux en mieux avec tout ce qui est les forces de l'ordre et protection des populations. On espère aussi de pouvoir à un moment donné avoir un lien avec les tribunaux. En plein Grenelle sur les violences faites aux femmes, Caroline alerte la sénatrice du département sur ses attentes. Enchantée. L'attente du Grenelle, effectivement, c'est des projets, ce sont des renforts, des soutiens, et puis effectivement le soutien avant tout financier qui peut permettre à toute association, qu'elle soit locale, du moins d'un point de vue national, de pouvoir continuer à exercer ses missions dans de bonnes conditions et de pouvoir répondre un petit peu à toutes les problématiques et tous les cheminements et tout ce que l'on peut proposer aux femmes victimes de violences conjugales. Un manque de moyens qui empêche l'association d'être présente partout sur le département. Sur le département de la Savoie, il y a des secteurs qui ne sont pas couverts encore par l'association par faute de moyens. Donc je pense qu'elles sont en attente de pouvoir, que ce soit les salariés ou les bénévoles de l'association, de pouvoir intervenir sur l'ensemble du département auprès de toutes les femmes. Une présence essentielle. En France, une femme meurt tous les 2 jours, assassinée par son compagnon. Et on va y revenir avec vous, Martine Berthet, puisque vous apparaissez dans ce reportage. C'était votre sénateur à domicile. Une réaction peut-être aux images que vous venez de voir et à ce tournage, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Simplement dire que l'association Savoie de Femmes, c'est une association que j'ai souhaité soutenir dès 2017, lorsque la présidente et la directrice m'ont fait part de leurs difficultés financières. Elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour réduire leurs frais de fonctionnement, mais il arrive un moment où ce n'est plus incompressible. Je les ai mises en relation avec les élus du département, avec les différentes institutions, CPM, MSA. Vous parvenez à faire avancer les choses ? Vous réussissez à les aider dans leur démarche ? Vous sentez que oui, vous y arrivez ? Il y a des choses qui bougent. Là, prochainement, nous allons aller trouver l'association des femmes chefs d'entreprise également, parce qu'elles font beaucoup appel aussi, alors, à la fois pour la sensibilisation, les femmes chefs d'entreprise, mais aussi pour l'appel aux dons privés.
Elles y ont recours de plus en plus. Voilà. Il y a vraiment un manque de financement alors que c'est un travail énorme qui est fait, qui est reconnu par la justice, comme étant indispensable. Et à un moment donné, si on veut qu'elles continuent à fonctionner, il faut les accompagner financièrement. Suspendre l'autorité parentale des pères violents sera proposé au Parlement dès janvier 2020, à en croire Édouard Philippe. C'est ce que vous voterez ? Vous voterez pour ? Oui, je voterai pour parce que effectivement, on le voit quand il y a encore autorité parentale, c'est à nouveau un maillon et un retour de ces enfants vers leurs parents avec des risques encourus pour leur maman. Oui, je pense que c'est une mesure qui est essentielle. Et je vais vous inviter à réagir à d'autres sujets, ceux choisis par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et dans le club aujourd'hui, d'abord Marie Brémaud. Marie, on va commencer avec vous. Le Parlement européen, lui aussi, se penche tout à l'heure sur la question des violences envers les femmes. Oui, d'ici 1 heure, les eurodéputés réunis à Strasbourg, eh bien, ils vont débattre de la Convention d'Istanbul et d'autres mesures visant à lutter contre la violence à caractère sexuel ou sexiste. Alors, la Convention d'Istanbul, qu'est-ce que c'est ? C'est un traité international du Conseil de l'Europe, sans doute le plus avancé en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. En Europe, la Convention au caractère contraignant s'appuie sur les meilleures pratiques développées pour prévenir les violences, protéger les victimes et sanctionner les auteurs des violences. Alors cette convention, elle a été ratifiée par l'Union européenne le 13 janvier 2017 et par 21 États membres, dont la France. Mais ça veut dire qu'il y en a encore 7 qui ne l'ont pas ratifiée. Alors quels sont-ils ? Qui sont les mauvais élèves ? Voilà, qui sont les mauvais élèves ? On va dire la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Tchéquie. Hormis le Royaume-Uni, ce sont les pays de l'Est qui tardent à ratifier cette convention. Et ce sont de fait, en effet, vous le disiez, les mauvais élèves de l'Union européenne. Car si on se base sur le nombre d'homicides volontaires par million d'habitants commis sur les femmes par des conjoints ou ex-conjoints, donc si on fait le ratio par rapport à la population au nombre d'habitants, on retrouve parmi les mauvais élèves, en effet, la Hongrie, la Roumanie et la Lettonie. La France, elle s'est faite épingler récemment par le Conseil de l'Europe. Il souligne les lacunes françaises. Pas assez d'hébergement consacré aux femmes victimes de violences, une définition du viol qui est encore un petit peu problématique, une réponse pénale insuffisante, des enfants témoins encore trop peu soutenus. À voir si, avec les nouvelles mesures annoncées ce matin, cela suffira à inverser la tendance. Et si la France va réussir à rectifier le tir, il y a des bons élèves aussi en Europe ? Il y a des bons élèves. On en a beaucoup parlé. L'Espagne est souvent citée en modèle, et a raison. Le nombre de féminicides en Espagne, il était de 76 en 2008. 10 ans plus tard, en 2018, on en comptait 47. Alors, c'est encore trop, évidemment. C'est encore trop. Mais c'est clairement une amélioration dans ce combat. Une amélioration en Espagne qui est due à plusieurs facteurs, comme la généralisation des ordonnances de protection, le développement du bracelet électronique pour les conjoints violents, la mise en place de 10 000 téléphones spéciaux permettant de se faire aider en urgence, ou encore, et là c'est très important, la création de tribunaux spécialisés. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Carlos Pascual Alfaro. Il est juge spécialisé sur les violences faites aux femmes à Barcelone, et Flora Sauvage est allée le rencontrer. Quand je prends une ordonnance de protection, je dois décider si je mets en place une mesure anti-rapprochement de l'agresseur vis-à-vis de la victime. L'idée, c'est que la victime soit protégée tant au niveau pénal qu'au niveau civil. Je peux envoyer l'agresseur en prison ou lui faire porter un bracelet électronique. Lui ordonner un contrôle s'il approche d'un certain périmètre à proximité de la victime. Je peux aussi décider d'une mesure de protection 24 heures sur 24 pour la victime. Alors on vient de l'entendre, des pouvoirs importants et des délais judiciaires extrêmement réduits en France, même avec le Grenelle. On n'est pas allé aussi loin, à tort ou à raison, vous pensez, Martine Berthet ? Alors moi, je pense que réduire les délais à tous les niveaux est vraiment indispensable. C'est peut-être la première mesure qu'il faut mettre en place. Et c'est vraiment une coordination de l'ensemble des acteurs qui permet, avec des points réguliers, hebdomadaires ou mensuels, mais en tout cas des points réguliers, des cellules avec des personnes qui ont l'habitude de se parler, de régler les problèmes là où il y en a,
pour arriver à réduire justement tous ces délais. Mais ça fait des mois qu'on parle de cet exemple espagnol, de cette Espagne qui a réussi à considérablement réduire son nombre de féminicides. On a du mal à comprendre pourquoi on ne tend pas vers ça. Pourquoi c'est si compliqué d'aller vers le modèle espagnol? Comment vous l'expliquez? Pourquoi au niveau législatif ça n'avance pas davantage? Alors au niveau législatif, je pense qu'on a déjà beaucoup de choses qui existent, mais comme toujours, encore faut-il les appliquer, encore faut-il se donner les moyens de les appliquer. C'est-à-dire, c'est pour vous, c'est juste une avons-nous les question moyens d'argent, d'agents en tout cas, que ce soit en commissariat ou en gendarmerie, de personnes aussi sociales pour assister les femmes victimes de violences, et puis ces associations, les aider financièrement à pouvoir avancer. Je pense à Sa Voix de Femme qui a des logements qu'elle met à disposition temporaires des femmes qui en ont besoin. Et c'est vrai que sans financement, elles ne pourront pas garder ces logements. Donc oui, je pense que des choses existent, mais il faut augmenter la coordination, réduire les délais et mettre un peu plus de moyens en personnel. Et si on en revient à cette convention d'Istanbul dont parlait Marie il y a un instant, est-ce qu'il ne faudrait pas contraindre les pays à ratifier, à signer cette convention d'Istanbul? Ce serait l'idéal, bien sûr, oui. Mais là aussi, c'est compliqué. Eh bien là, je pense qu'on se heurte effectivement à la volonté de chaque pays. On ne peut alors contraindre avec des pénalités financières, oui. C'est la seule chose qui marche. Vous seriez pour? Oui, pourquoi pas, s'il faut en arriver là, bien sûr. Ou des mesures de rétorsion? Est-ce que c'est possible? Alors, de rétorsion, à voir dans quelle mesure cela est possible. Mais oui, il faudrait arriver à aller encore plus loin dans cette voie-là. Et Marie, je précise que votre émission Europe Hebdo, mercredi prochain à 19h, sera en grande partie consacrée aux violences faites aux femmes en Europe, avec l'intégralité de ce reportage de Flora Sauvage, dont on a vu un extrait tout à l'heure sur le modèle espagnol. Samia Dechier, on va poursuivre le club avec vous. On revient sur cette proposition de loi de Bruno Retailleau qui fait encore beaucoup réagir. Le patron des sénateurs LR veut un service minimum garanti dans les transports les jours de grève. Il existe déjà en fait un service minimum dans les transports, mais il est totalement insuffisant aux yeux de Bruno Retailleau. Il y a une loi qui a été votée en 2007 qui oblige les grévistes à respecter un préavis de grève de 48 heures, le temps en quelque sorte de laisser aux entreprises le temps de s'organiser pour éviter une paralysie. Mais Bruno Retailleau, lui, veut aller beaucoup plus loin en imposant aux transporteurs publics l'obligation d'assurer un tiers du trafic quotidien aux heures de pointe, c'est-à-dire le soir et le matin. Et pour cela, il propose ni plus ni moins que la réquisition des personnels grévistes, comme c'est déjà le cas pour les pompiers ou pour les personnels des hôpitaux, par exemple. Sa proposition de loi sera déposée d'ici le 5 décembre, le jour de la grève qui s'annonce massive contre la réforme des retraites. Et sans surprise, cette proposition fait beaucoup réagir à gauche. Pourquoi ne pas supprimer le droit de grève pendant qu'on y est? C'est la réplique de Philippe Martinez, le patron de la CGT. Côté syndicat, forcément, sa proposition fait hurler. Côté politique aussi, ça suffit, dit la gauche. Le droit de grève a déjà subi beaucoup de restrictions, dénonce la sénatrice Sophie Taillé-Polian. Pour elle, les transports publics sont un service public essentiel, mais pas assez vital pour justifier des réquisitions de personnel gréviste. Autant on peut comprendre que pour les hôpitaux, les pompiers, effectivement, il y a des urgences vitales, ce soit possible de réquisitionner du personnel, mais autant dans les transports publics, c'est autre chose. Par ailleurs, j'ajoute que dans les hôpitaux, il aura fallu 9 mois de grève pour commencer à être un tout petit peu entendu. Donc en fait, peut-être qu'il y a des réquisitions, peut-être qu'il y a un service minimum garanti, mais en fait, ça rallonge le temps des conflits sociaux, donc je crois que ce n'est pas la solution. La solution, ce serait l'écoute. De toute façon, Samia, est-ce que cette proposition de loi de Bruno Retailleau n'est pas contraire au droit de grève inscrit dans la Constitution ? Alors non, dit Bruno Retailleau, car la jurisprudence, dit-il, permet d'interdire la grève aux agents qui sont jugés indispensables aux services publics essentiels. Alors les transports publics sont-ils des services publics essentiels? C'est une question de point de vue. Mais même à droite, le sénateur Roger Carucci juge que la proposition de loi de Bruno Retailleau serait retoquée par le Conseil constitutionnel. De toute façon, elle n'a aucune chance d'être votée au Sénat d'ici la grève du 5 décembre et encore moins d'être adoptée ensuite
par l'Assemblée nationale. Et ça, Bruno Retailleau le sait très bien. C'est ce qui fait dire à certains que son but serait ailleurs. C'est pour faire plaisir à son... C'est pour faire plaisir à son électorat, juge François Patria. Le patron du groupe En Marche au Sénat que j'ai pu joindre par téléphone me disait que c'est la 3e proposition de loi de Bruno Retailleau en quelques semaines. En octobre, il proposait d'interdire le voile aux accompagnants des sorties scolaires. Début novembre, il déposait un texte sur les listes communautaires avec dans son viseur l'islamisme. Cette fois, il propose de réquisitionner les personnels grévistes. 3 propositions bien à droite qui n'ont aucune chance d'aboutir. C'est de la communication, juge toujours François Patria. Martine Berthet, vous êtes sénatrice Les Républicains. Est-ce qu'au fond, il ne s'agirait pas ici pour Bruno Retailleau de redresser un peu la barre à droite dans son parti, de continuer un peu à faire exister son clan ? Redresser la barre à droite, je ne le pense pas. Je pense que c'est une attente d'un certain nombre de Français de pouvoir rejoindre leur travail sans encombre. On prône de plus en plus d'abandonner la voiture individuelle pour utiliser les transports publics, pour protéger notre environnement, ce qui est tout à fait normal et je vais complètement dans ce sens-là. Mais on ne peut pas supprimer ces transports, en tout cas tous les transports, et on doit pouvoir laisser chacun rejoindre son travail s'il en a envie. Le télétravail n'est pas suffisamment développé, il ne peut pas être mis en œuvre dans toutes les situations. Donc oui, moi je suis favorable à cette proposition de loi. C'est une proposition de loi que vous soutenez, que vous voterez ? Que je soutiendrai et que je voterai, oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent que c'est une atteinte sérieuse au droit de grève, réquisition de grévistes ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Je pense que l'on peut parler effectivement de service minimum pour notre économie, parce qu'à chaque fois, effectivement, on met à mal notre économie quand on empêche ces transports. Après, je ne suis pas du tout opposée au droit de grève, au contraire. Je pense que c'est indispensable que chacun puisse s'exprimer, exprimer ses revendications. Vous parliez de l'hôpital, oui, effectivement, c'est indispensable. Vous ne pensez pas qu'elle sera retoquée par le Conseil constitutionnel ? Ce sera à voir, mais en tout cas, il y aura eu cette volonté d'aller dans ce sens. Réquisitionner le personnel gréviste, tout cela est de la communication politique, proposition incantatoire et irréaliste. Ça, c'est le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, qui a déclaré ça. Il n'y a pas un peu de com politique dans la démarche de Bruno Retailleau pour vous ? Non, pour moi. Il n'y a pas de lecture politique à faire, je veux dire, de cette proposition ? Forcément, il y a quand même toujours, de toute façon, quelles que soient les propositions de loi des uns et des autres, d'un groupe politique à un autre, il y a bien sûr une vision politique de chacun dans ces propositions de loi. Mais de là à dire que c'est de la communication politique, non, je ne suis pas d'accord avec cela. Et on a bien compris que vous souteniez Bruno Retailleau. Marie-Pierre Bourgeois, on va fermer le club avec vous. Vous êtes notre chroniqueuse des livres politiques. Très très beau programme aujourd'hui. On va parler de l'amitié en politique, si tant est que ça existe, hein, Marie-Pierre. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut avoir des amis en politique, hein? Quand on pense au nombre de trahisons, on peut en douter. Pourtant, il y a une journaliste qui relève le défi, c'est Marie-Laure Delorme. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Parce que c'était lui, parce que c'était moi ». C'est une petite histoire de l'amitié en politique. Donc, alors l'amitié entre hommes et femmes, c'est peut-être d'abord et surtout un bel accélérateur de carrière, hein. On peut penser par exemple à Édouard Philippe. Il avait l'habitude de se réunir avec une bande de copains au Bellota, un restaurant de charcuterie ibérique. Alors le jambon a plutôt réussi à la petite bande de camarades parce que beaucoup sont devenus ministres, hein. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Franck Riester. Voilà, donc un bel accélérateur de carrière, la charcuterie. Ce ne sont pas pour autant, hein, tous des intimes et des proches. Édouard Philippe, il dit dans le livre, dans le monde politique, tout le monde se tutoie, on se fait des confidences, on s'embrasse. Quand tout va bien, beaucoup de gens singent l'amitié. Quand la lutte est commune, la camaraderie de circonstances, elle s'évanouit quand le combat s'arrête. Évidemment. Donc en vrai, on a toujours la politique en tête, même avec ses amis. Oui, et d'autant plus quand on a un futur Premier ministre. Alors prenez par exemple la relation entre Pierre Moscovici et Lionel Jospin. On est en 97. Pierre Moscovici, c'est le responsable du budget programme dans la campagne après la dissolution de l'Assemblée nationale. Il y a un journaliste du Parisien qui l'appelle et qui lui dit « Bon, monsieur Moscovici, qu'est-ce que vous allez bien faire si monsieur Jospin est élu ?» Alors il répond, dit-il, 2-3 banalités
personnalité par téléphone. Ni une ni deux. Le lendemain, Lionel Jospin l'appelle, il est très, très en colère. Tu crois vraiment que tu vas être ministre du budget? Sache que c'est moi qui décide et pas toi. Tu es dans le Doubs, ton département, eh bien c'est parfait, reste-y. Voilà. Bim. Commentaire de Jacques Chirac à l'époque, qui est président. Oh, vous savez, vous avez fait une connerie. Moi, des conneries, j'en ai fait toute ma vie et je suis pourtant encore là. Ils sont pas très sympas avec vous, vos copains, quand même. Hein. Et puis, il y a bien sûr les amitiés déçues. Oui, alors il y a pas mal d'amitiés déçues même. On peut par exemple prendre dans le livre celle d'Aquilino Morel. C'était le conseiller de François Hollande à l'Élysée. Ils étaient très proches pendant la campagne. Et puis une fois au pouvoir, bon, il a dû démissionner à cause d'une sombre affaire de conflit d'intérêts. Voilà, un scandale avec un conflit d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques. Et puis il y avait aussi un cireur de chaussures qui était venu à l'Élysée. Voilà, alors attention, la charge entre Aquilino Morel et François Hollande est très violente. Voilà ce que dit Aquilino Morel. J'ai vite compris, mais néanmoins trop tard, qu'il ne me pardonnerait pas de l'avoir vu à terre. Dès lors, il voulait m'éliminer. Ceux qui trahissent les hommes auxquels ils sont redevables se trahissent eux-mêmes. Il vit désormais la politique comme un enfer. Et comme un spectateur. Excusez-moi. Il vit désormais la politique comme un spectateur et son enfer réside là. Donc attention, ça rigole pas. Ça fait mal. Et alors, Emmanuel Macron, Marie-Pierre, est-ce qu'il a des amis, lui? Eh bien, lui, il avait dit dans une interview avec Edoui Plenel qu'il n'avait pas d'amis. Il n'a pas été interviewé pour le livre, mais il y a malgré tout Marielle de Sarnez, la députée MoDem, qui donne une petite piste de réponse. Elle dit « Jacques Chirac et François Mitterrand ont connu des défaites, des échecs, des déserts. Durant toutes ces périodes, ils ont eu un cercle autour d'eux avec des liens serrés. Emmanuel Macron, lui, il a surgi inopinément, sans compagnonnage, pas très romantique, pas très romanesque. Bon, il y a peut-être une amitié quand même dans le livre qui surpasse tout, c'est celle de Brice Hortefeux et de Nicolas Sarkozy. Alors attention, c'est très chabadabada, c'est la plus belle histoire d'amour de la vie politique d'un ancien président. Ce à quoi répond Brice Hortefeux, qui est tout à fait d'accord. Les politiques se forgent une carapace, dans chaque carapace il y a une faille. Nicolas Sarkozy, il est beaucoup plus sensible que moi. En fait, Nicolas Sarkozy, il est très sensible. Vous voyez, il y a même de l'amour en politique. Bon, on demandera à Martine Berthet ce qu'elle en pense dans un instant. Exactement. Je ne pouvais quand même pas finir cette chronique sans vous montrer un petit extrait rempli de tendresse. Regardez un peu de douceur dans un monde de brut. C'était mardi dernier. Alors, je ne sais pas comment le qualifier. Enfin, si, je sais comment le qualifier. Grand frère, grand-oncle, accompagnateur, protecteur. Bon, Gérard Larcher, il a l'air un peu dubitatif. Il n'est pas sûr d'être bien le grand frère de François Baron. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Martine Berthet? L'amitié en politique, ça vous semble réaliste, faisable? Alors, l'amitié en politique, si elle existe, quand elle existe, elle peut être très vite mise à mal. Je pense en politique, je parlerais plus de loyauté ou de fidélité par rapport à des personnes qui ont pu nous accompagner, nous aider à avancer en politique. Je parlerais loyauté, plutôt... mais pas d'amitié, donc ça veut dire que c'est impossible, d'après vous? Oh, ça n'est pas impossible, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment ce que l'on rencontre en politique. Mais alors, comment vous l'expliquez? Ça veut dire que le monde politique, c'est vraiment un monde à part? En politique, il y a beaucoup de jalousie. Oui, quand même, c'est un monde assez particulier. Et alors, entre femmes, est-ce qu'il y a un peu plus de solidarité, de bienveillance ou... Oui, il y a beaucoup de solidarité entre femmes, heureusement. Il y a de la sororité en politique, parce qu'on n'a pas toujours l'impression de l'extérieur entre nous. Vous avez des amis? Si, quand même. Est-ce que j'ai des amis en politique? On parle pas de votre vie privée, évidemment. Mais disons que j'ai... Alors, est-ce qu'on peut appeler cela vraiment amis? Oui, j'ai des amis, des personnes avec lesquelles je partage beaucoup de choses en politique, oui. Attention, ils sont en train de vous écouter peut-être. J'ai intérêt à dire que c'est un sujet qui vous inspire. On entendait dans cette chronique de Marie-Pierre Bourgeois que Nicolas Sarkozy était très, très, très sensible. Ça vous a fait sourire. Voilà. Est-ce que vous confirmez? Je ne sais pas. Je ne sais pas si Nicolas Sarkozy est très sensible, mais je pense que de toute façon, qui que l'on soit, nous avons en nous nos propres sentiments et forcément, ils s'expriment en politique aussi. Mais la politique, c'est tout de même un milieu qui est assez compliqué, oui. C'est-à-dire, vous avez été... Par rapport à l'amitié, par rapport... on le voit bien dans beaucoup de cas que vous avez cités, parfois... Quand on a des adversaires politiques, on sait à quoi on peut s'attendre. Mais parfois, les coups les plus difficiles à digérer viennent de son propre camp, si je peux dire. Gardez-moi de mes amis, voilà. Je m'occupe de mes ennemis, c'est ça? C'est ça. C'est pour ça que je dis l'amitié en politique. Je préfère parler de loyauté. Et en même temps, quand on regarde et de fidélité à un groupe politique, et donc forcément de liens particuliers.
Quand on regarde les funérailles de Jacques Chirac, il y avait beaucoup de monde de la classe politique et de personnalité à son enterrement. Ça veut dire quelque chose quand même ? Ah oui, bien sûr, mais Jacques Chirac est quelqu'un qui était admiré par de nombreuses personnes de différents bords politiques d'ailleurs. Et pour le coup, qui avait peut-être son action. pu se faire des amis durant son parcours. Oui, alors c'est peut-être une notion d'amitié différente de celle que l'on peut avoir dans sa vie de tous les jours. Voilà. Merci Martine Berthet de vous être livrée chez nous dans LPL ce soir. Merci à toutes les trois d'avoir fait partie du club. La suite d'Allons plus loin, c'est le match des idées et le grand débat. On se retrouve dans une seconde. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci de nous rejoindre. On est ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans notre grand débat, nous reviendrons sur les annonces de l'exécutif pour lutter contre les violences conjugales. Un plan d'une 50aine de mesures à 360 millions d'euros. 1000 bracelets anti-rapprochement en 2020. Suppression de l'autorité parentale. Dérogation au secret médical. C'est le regard de toute une société qui doit changer, nous dit le Premier ministre. Mais dans tout cela, qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qui ne l'est pas vraiment? Qu'est-ce qui existait déjà? Hashtag ALPL pour réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et des sénatrices. Ce sera avec vous, Fanny Conquis. Justement avec Roland Courteau, le sénateur de l'Aude connaît bien le sujet. Il suit cette thématique des violences faites aux femmes depuis longtemps et il nous parlera de l'importance de la prévention, de l'éducation. On en parle tout à l'heure avec lui. Merci beaucoup Fanny, à tout à l'heure. Et puis on va faire un petit détour par l'hémicycle durant cette heure d'émission. Avec vous, Alice Bardot. Et oui Rebecca, on parlera des logements mal isolés, ces fameuses passoires thermiques, puisque cet après-midi, lors de l'examen du budget 2020, il a été question des aides à la rénovation énergétique. A tout à l'heure Alice, mais d'abord notre match des idées. Il va opposer dans un instant Jean-Sébastien Ferjou à Jacques Transeau. On va s'arrêter sur ces rencontres à Matignon avec les partenaires sociaux. Édouard Philippe démine le terrain avant la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Réunion de l'ensemble du gouvernement d'ailleurs dimanche prochain sur le sujet. Un mouvement d'ampleur peut-il encore être évité? On va ouvrir la discussion après les explications de Quentin Calmet. Avec ces rencontres, il s'agit pour le gouvernement de montrer qu'il dialogue avec les partenaires sociaux. Et ce, à 10 jours de la grande mobilisation prévue le 5 décembre. Mais de leur côté, ces partenaires sociaux aimeraient y voir plus clair dans cette réforme, car depuis plusieurs jours, les messages venus du gouvernement sont contradictoires. Il faut que les grands principes de la réforme soient annoncés le plus tôt possible, parce qu'effectivement, depuis la sortie du rapport dont nous avions salué les conclusions, il y a eu des communications diverses qui ont pu créer de la confusion. Donc nous, on est favorable à ce que, en tout cas, les grands principes de cette réforme soient bien clarifiés avant le 5 décembre. Une confusion sur la réforme, renforcée par le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Avec ses projections, l'organisme évoque les pistes pour équilibrer les comptes du système des retraites. Le gouvernement s'est engagé auprès des représentants des PME à avancer sur cette deuxième partie de la réforme en 2020. Ce que nous avons, nous, demandé au départ, c'est alors, quelles vont être, entre guillemets, les soi-disant mesures paramétriques suite au dossier de l'orientation du corps. Hein. Et le Premier ministre a dit, vous savez, cette réforme, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager la suite sans parler. C'est-à-dire que les mesures paramétriques sont comprises dans la suite de cette réforme. Et c'est là où il nous a dit, écoutez, de toute façon, ça sera à la rentrée 2020. Un second volet de la réforme qui risque de poser problème avec les syndicats des salariés. C'est même une ligne rouge de Laurent Berger et de la CFDT. On lui a redit ce qu'on dit maintenant depuis longtemps, c'est-à-dire la CFDT est favorable à une réforme systémique parce qu'elle peut mettre de la justice et de la lisibilité dans le système de retraite par répartition. Nous avons aussi redit que nous ne voulions pas de façon liée à cette réforme systémique de réforme paramétrique. Nous avons été extrêmement clairs comme ces derniers jours sur le sujet. Des partenaires sociaux qui attendent également des éclaircissements en matière de calendrier de la réforme et qui n'ont toujours pas eu avec la réunion d'aujourd'hui. Et avec
avec nous pour ce match des idées ce soir. Jean-Sébastien Ferjou, bienvenue, directeur d'Atlantico. Merci d'être avec nous. Et Jacques Tronceau, bienvenue à vous. Vous êtes fondateur de Médiacité. C'est un journal en ligne consacré à l'investigation locale et présent à Lille, à Lyon, à Toulouse et à Nantes. C'est ça. Voilà, j'ai bien présenté votre média. Merci en tout cas à tous les deux d'être ici. On sent bien que le gouvernement est en train d'essayer de déminer le terrain, Jean-Sébastien Ferjou, pour éviter cette grande grève du 5 décembre. Pour vous, c'est peine perdue, c'est trop tard ou c'est intelligent, c'est pertinent? On peut éviter cette grande mobilisation du 5 décembre ou pas? Tout est toujours possible, sinon il faudrait que chacun rentre chez soi le soir. Un peu les choses, j'imagine. Je pense que le gouvernement commet peut-être une erreur stratégique sur l'angle d'attaque qu'il choisit de prendre. C'est-à-dire qu'il est très bien de parler, qu'ils essaient de déminer, qu'ils essaient de montrer qu'il y a toujours de la concertation. De la même manière, Emmanuel Macron, en fin de semaine dernière, essayait de montrer, avec son déplacement à Amiens, que quand même, il était en prise avec le pays et qu'il pouvait se déplacer, ce qui n'aurait pas été le cas, pas été possible, mine de rien, au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Maintenant, l'angle choisi par le gouvernement... Et on l'entend de plus en plus, celui de l'inégalité. Dire, regardez, il y a des gens dans les statuts, qui bénéficient de régimes à statuts spéciaux, qui sont dans des situations de fait qui ne sont pas justes au regard de ce que connaissent les autres Français. Je pense que c'est une erreur parce que je pense que la question des inégalités, elle est devenue effectivement centrale dans le débat public, mais ce sont les inégalités verticales qui préoccupent le plus les Français, pas nécessairement les inégalités entre des salariés du privé et des agents du secteur public. Regardez, là, malheureusement, il y a une jeune fille qui vient de se suicider, de s'immoler par le feu, encore une lycéenne en Seine-Saint-Denis. Quand vous en êtes dans une société où les gens en viennent à s'immoler par le feu, je ne pense pas que ce qui les préoccupe, ce soit les petites inégalités de statut entre des gens, finalement, à l'horizontale. Donc le prendre à l'horizontale, je pense que malheureusement, ça n'est pas ça qui peut convaincre les Français. Et puisque vous abordez ce point, effectivement, je vais être très précise, puisque j'ai recueilli effectivement les éléments de langage du gouvernement depuis quelques jours. On s'aperçoit que effectivement l'exécutif déploie ces mots pour éviter que le mouvement s'élargisse. Tout a commencé avec cette phrase d'Emmanuel Macron en conférence de presse à l'issue de son déplacement à Amiens. Et pour le chef de l'État, c'est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. C'est donc une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Fin de citation. Et ça a été le point de départ d'une série de phrases de la Macronie allant dans ce sens tout le week-end. Une mobilisation pour conserver des inégalités, c'est ce que vous disiez. La phrase est signée Richard Ferrand dans le JDD ce week-end. C'est bien une manifestation contre le fait qu'on veuille quelque chose d'égalitaire. Et cette phrase, elle est signée Gérald Darmanin sur BFM. C'est une stratégie à double tranchant, Jacques Tronceau. En tout cas, ce n'est pas des propos qui vont permettre de déminer la grève du 5 décembre. On ne peut que se réjouir qu'il y ait des négociations sociales comme aujourd'hui et demain. On peut quand même s'interroger sur une certaine fébrilité du gouvernement à mener ce genre de négociations à quelques jours en fait de la grève. Et du coup, il y a une démarche un peu opportuniste. Donc, je ne pense pas qu'on arrivera à empêcher la grève. Peut-être qu'ils arriveront à diminuer l'intensité de la grève reconductible. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut noter, c'est que ça pointe quand même une sorte de très grande faiblesse du dialogue social en France. Cette conférence ou ces rencontres bilatérales, Laurent Berger, qu'on a vu tout à l'heure à l'écran, appelé depuis de très longtemps, de très longue date, une conférence sociale qui tarde à venir et qui n'arrive pas. Donc, faiblesse du dialogue social. Donc, quelque part, le gouvernement pâtit une carence, mais aussi, au-delà de ça, il faut le dire, faiblesse des partenaires sociaux. Et quel que soit d'ailleurs le bord, que ce soit les faiblesses des partenaires sociaux représentants des patrons ou représentants des salariés. Par exemple, le MEDEF a été reçu aujourd'hui. A-t-on entendu parler du MEDEF ces derniers mois? Qui connaît le président du MEDEF? J'y vais un peu brutalement. Oui, mais parce que pour le coup, un petit peu quand même, nous, peut-être, les Français, je ne sais pas. Les Français ne connaissent pas M. Geoffroy de Roux de Bézieux. Donc, si vous voulez, je ne veux pas faire d'attaque ad hominem, mais... il y a un enjeu de dialogue social et de paritarisme. On sent qu'il est à bout de souffle. On ne sait pas comment le réanimer en quelque sorte. Le MEDEF, on peut pointer du doigt le MEDEF, mais enfin, c'est pas lui qui mobilise les salariés. Le problème du dialogue social en France, c'est qu'il y a un taux de syndicalisation qui doit être de 7 ou 8% dans le privé. Donc, je ne pense pas que ce soit du côté des entreprises que ça pêche le plus. Mais à la limite, peu importe, incontestablement, il y a une faiblesse du dialogue social en France. Mais de toute façon,
Le problème derrière tout ça, c'est qu'on ne sait pas où on va, parce que cette thématique des inégalités, encore une fois, comment pourrait-elle être entendue par les classes moyennes? Parce que si le gouvernement veut avoir un espoir que le mouvement ne prenne pas ou ne fasse pas tache d'huile, il faut qu'il convainque les classes moyennes. On vit dans un pays où, à tort ou à raison, parce que quand on regarde la réalité, on n'est pas dans un enfer social non plus, si on le compare à des périodes précédentes connues par le pays ou si on le compare à des pays d'autres pays du monde. Mais enfin, la réalité demeure, il y a des classes sociales qui n'ont plus de point de fuite. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez parler des inégalités éventuellement entre individus. Et d'ailleurs, ça préoccupe assez peu les gens quand ils ont l'impression que tout le monde va vers le haut, que celui d'à côté soit un peu mieux traité. C'est pas forcément, c'est beaucoup plus problématique. Et Emmanuel Macron lui-même l'a reconnu la semaine dernière quand il a dit à Amiens, je tire, je porte le boulet. Enfin, ça reste un boulet, la décision sur les APL. Le début du quinquennat avec la suppression de l'ISF, je ne parle pas sur le fond. Moi, je pense que l'ISF est un impôt stupide. Mais enfin bref, politiquement, dans l'effet produit, la suppression de l'ISF en même temps que la réduction des APL, ça a laissé une image qui fait que les Français, si on leur parle d'inégalité, qu'ils entendent Madame Pénicaud, Monsieur Ferrand ou d'autres leur parler d'inégalité, ils entendent essentiellement les inégalités qui peuvent exister entre un banquier d'affaires, un fonds d'investissement et le salarié lambda. Pas les inégalités qui existent entre un salarié potentiellement inquiet pour son avenir et un agent du service public. Et c'est vrai qu'on a un peu de mal à y voir clair. Un exemple de ce flottement, c'est la clause du grand-père. Elle a été évoquée, puis a priori enterrée. Il faut que cette réforme soit pour tout le monde, qu'elle soit universelle. C'est ce qu'a déclaré Gérald Darmanin hier sur BFM. Et si on sortait de l'impasse par une grande conférence sociale, c'est vous qui l'évoquez, mais pas seulement. C'est l'idée d'Hervé Marseille, le patron des sénateurs centristes, est au micro de Fanny Conquis en salle des conférences. Hervé Marseille, vous appelez à une grande conférence sociale. Est-ce que les rencontres bilatérales qui ont lieu aujourd'hui et demain à Matignon, ce n'est pas suffisant pour vous? Écoutez, à l'évidence, il y a un problème de méthode. Le gouvernement attend la journée du 5 décembre. J'imagine que c'est pour mesurer l'intensité de la demande sociale. Nous, avec les présidents des groupes centristes de l'Assemblée nationale, nous souhaitons plutôt qu'il y ait une conférence sociale le plus tôt possible. Alors avant le 5 décembre, ça va être compliqué maintenant, mais sur la méthode, c'est plutôt de prévenir que de guérir. Je crois qu'il y a déjà beaucoup qui a été fait l'an dernier. On a dépensé beaucoup d'argent. Il y a un an, on a voté ici même à l'unanimité quasiment plus de 12 milliards de dépenses après l'affaire des Gilets jaunes. On est revenu avec une revalorisation de la prime d'activité, les retraites, la CSG. Pourtant, beaucoup de Français disent « pour nous, ça n'a pas changé grand-chose ». Alors, quel serait l'objectif pour vous de cette grande conférence sociale? Vous parlez d'un Grenelle du XXIe siècle. Écoutez, à l'évidence, comme il y a beaucoup de demandes sociales, on voit bien dans la fonction publique, les services publics notamment, la police, EDF, la SNCF, les pompiers, les hôpitaux, plutôt que de faire, j'allais dire, du bilatéral entre le gouvernement et chacun des demandeurs, nous considérons qu'il faut plutôt réunir tout le monde autour de la table, faire une analyse de la situation, voir ce qu'on a déjà fait, se mettre d'accord sur le constat et puis voir jusqu'où on peut aller. Parce que sinon, on va passer son temps à courir après des demandes qui vont être de plus en plus fortes, parce que chacun va considérer que si on donne aux hôpitaux, il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas aux étudiants, qu'on ne donne pas aux policiers, qu'on ne donne pas à ceux qui font fonctionner les transports. Vous parlez aussi d'un capitalisme plus humain. C'est ça aussi l'idée? C'est l'idée qui est chère chez beaucoup au Sénat de faire participer ceux qui travaillent. Vous savez, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que le capital a augmenté 7 fois plus que le revenu du travail. Voilà. Et donc, il faut faire davantage participer ceux qui travaillent dans le public et dans le privé aux fruits des résultats de l'entreprise. Et ça ne peut se faire que si on discute entre patronat, syndicats et État. Merci Hervé Marseille d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous Fanny. Jacques Transo, une réaction. Je vois que vous réagissez déjà en plateau. Oui, non, mais en fait, c'est intéressant ce que dit Hervé Marseille et c'est intéressant de voir qui sont les principaux auteurs de la tribune qui est à l'origine de cette demande. C'est Jean-Christophe Lagarde, UDI, c'est Hervé Marseille, centriste, et c'est également Patrick Mignolia, Modem. Donc, quelque part, vous avez des alliés, normalement des alliés naturels d'Emmanuel Macron, qui disent il faut en gros plus de social, plus de discussion, il faut un capitalisme plus humain. Donc en creux, on voit bien ce qui manque au gouvernement.
Hein. C'est un manque de dialogue social. Un manque de dialogue social. Rappelez-vous le grand débat. À la fin, une des promesses, c'était d'engager un dialogue social, engager des conférences pour l'emploi, etc. Ça a commencé, et puis ça n'a pas abouti. Et là, tout d'un coup, de façon opportuniste, à 15 jours d'un grand conflit social, on se dit qu'il faut à nouveau discuter. Donc vous voyez que c'est un peu erratique et que ça, c'est le reflet d'une certaine fébrilité. Alors, en plus, là où ça devient un peu complexe, c'est que les trois personnes que j'ai évoquées parlent de la nécessité de renforcer le pouvoir d'achat. Alors tout d'un coup, on remet le pouvoir d'achat en haut, et je pense que si ça se termine juste avec un gain de pouvoir d'achat, ce ne sera pas suffisant pour entendre la grogne, parce que la grogne, elle va bien au-delà du pouvoir d'achat. Elle inclut le pouvoir d'achat, mais elle va bien au-delà. Sébastien Ferjou. Mais c'est très paradoxal de vouloir plus de dialogue, mais en même temps, des concertations, on en enchaîne en large et en travers. C'est-à-dire qu'on sent de grands débats, c'est même devenu quasiment théorisé, quoi, le grand débat permanent. Donc le point n'est pas nécessairement la méthode. Le point est, encore faut-il qu'il y ait des gens qui aient envie de dialoguer ensemble et qui soient représentatifs de part et d'autre. Parce que moi, ce que je redoute pour le mouvement social du mois de décembre, c'est une espèce de réédition des Gilets jaunes. Je ne parle pas en niveau de violence ou de rien. Mais de désorganisation, c'est-à-dire sans leader. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement une colère assez forte ou une angoisse assez forte, qu'elle s'exprime assez fortement et puis que tout ça se noie un peu, faute précisément d'interlocuteurs, parce que je suis entièrement d'accord qu'il faudrait du dialogue social, un véritable dialogue social, mais personne ne peut le décréter, pas plus le gouvernement que les partenaires sociaux. Encore une fois, les syndicats, mais voilà, les syndicats ne représentent plus, ou en tout cas les Français ne se sentent plus représentés par les syndicats. Et le gouvernement essaye de parler, alors après avec une méthode qu'on peut contester, mais enfin il a été élu sur une ligne politique et sur un programme, encore une fois, qu'on peut contester. On ne peut pas en permanence tout remettre dans la machine. La réforme des retraites, elle faisait partie des engagements du gouvernement. Je pense que, bien sûr, les syndicats ont un défaut de légitimité, mais le fait que le gouvernement les ait un peu snobés, en tout cas sur le début de la présidence, fait qu'ils sont encore un peu plus délégitimés. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a plus de ressorts, les fameux corps intermédiaires. Donc ça s'organise un débat, c'est une culture du débat. Et la démocratie, c'est une culture du débat. Qu'il serait plus fort, qu'on pouvait se passer de démocratie représentative et de corps intermédiaires. On ne peut pas se passer de corps intermédiaires. Pris dans l'autre sens, le gouvernement, de toute façon, même s'il avait une attitude différente, ne peut pas créer à lui seul les corps intermédiaires. Parce que le quinquennat précédent avait beaucoup travaillé avec les syndicats, la situation était la même à la sortie. Mais comme on a été assez loin dans la délégitimation des acteurs, après on peut se demander qui va être autour de la table. Et là on a un vrai souci, parce que les Gilets jaunes, ils ne voulaient pas de tête quelque part. Hein. Donc c'est un vrai souci. En plus, en face, quelles sont les personnes qui sont jugées représentatives ? Il y a une remise en cause foncière de la démocratie représentative. Moi, je trouve que l'expérience de la fameuse Convention citoyenne pour le climat est très très intéressante, puisque là, on recrée du débat de façon extrêmement organisée, avec des process, avec des tirages au sort. Oui, mais avec beaucoup d'attentes. Et d'après ce qui se dit, c'est que dans ces conventions, on attend aussi des résultats très concrets, et s'ils n'arrivent pas, ça créera beaucoup de colère, beaucoup de rancœur. Il faut absolument que cette innovation démocratique fondamentale aille au bout et qu'elle ait des effets et que le gouvernement tienne sa promesse de ne pas interférer et d'embrayer sur les mesures qui seront préconisées. Et après, on peut très bien imaginer que sur d'autres thèmes que le climat, on organise des rencontres citoyennes du même genre. Pour moi, c'est moderne, c'est extrêmement puissant. Je trouve qu'on en parle insuffisamment. Oui, c'est un outil puissant, mais pour autant, on ne peut pas se balancer la démocratie représentative par la fenêtre. Une conférence citoyenne, je suis d'accord avec vous, c'est un outil qui est assez sous-estimé quand c'est bien fait, qu'on met à disposition justement d'une conférence de citoyens qui ressort tous les experts nécessaires, etc. En revanche, on ne peut pas zapper la case élection. Il y a un moment, il faut quand même que ce soit validé par une élection démocratique. On ne pourrait pas dire là que ce qui ressortirait de la conférence citoyenne sur l'environnement aurait forcément vocation à être appliqué par le gouvernement. Il faut d'abord qu'il y ait des élections. Mais le problème vient de la confusion globale dans laquelle nous pataugeons tous. Il y a des contradictions partout. Est-ce que, quand vous regardez d'ailleurs la gauche, par exemple, mais les contradictions, elles existent aussi au gouvernement, elles existent aussi à droite. Est-ce qu'on veut de la croissance ou est-ce qu'on veut protéger l'environnement ? Parce que toutes ces questions-là, il faudra bien y répondre. Et je ne vous dis pas qu'on ne peut pas concilier les deux. Sauf certaines sont incompatibles. Non, je ne crois pas qu'elles soient incompatibles. En revanche, parfois, il faut assumer des prix. Il y a des arbitrages qui ont un prix. On ne peut pas avoir tout en même temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on balance l'un au détriment, pour privilégier l'autre. Mais il faudra aller au bout de ces questions-là. Et on ne pense plus le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, on est dans la pensée magique. Il y a des Greta Thunberg, il y a des espèces d'invocations, mais de caractère incantatoire et assez peu de propositions concrètes. D'accord. Donc, il ne s'agit pas de jeter la démocratie représentative aux orties ou aux oubliettes, mais il s'agit aussi de tenir
tenir compte qu'un certain nombre de Français se détournent du suffrage. Et ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne vont plus voter. On est d'accord, mais parce qu'on ne leur propose rien qui les convainque. Et y compris au niveau municipal. J'ai examiné la courbe du taux d'abstention scrutin après scrutin. Là, on est à plus d'un tiers des Français qui ne vont plus voter. Donc vous comprenez bien que c'est un problème à la racine. Nous, à Médiacité, on s'est intéressé à l'état de la démocratie locale. On a d'ailleurs bâti 25 mesures pour essayer de densifier cette démocratie locale. Il suffit d'aller voir sur mediacité.fr. Quand on a commencé à publiciser, à rendre publiques ces mesures sur les réseaux sociaux, on avait des remarques du style « ça sert à rien, ça sert à rien, les dés sont pipés ». Donc c'est pour ça que le mal est profond. Il n'y a plus de confiance. Et le mal est profond parce qu'encore une fois, les logiciels d'explication du monde sont dépassés. C'est-à-dire qu'on a cru qu'on est arrivé à la fin de l'histoire il y a 30 ans et nous n'étions pas à la fin de l'histoire. Donc la social-démocratie, ça n'explique plus le monde d'aujourd'hui. Le libéralisme ou le capitalisme financier mondialisé à la Reagan ou à la Thatcher, ça n'explique plus le monde d'aujourd'hui, ou en tout cas les gens ont constaté que ça avait rencontré ses limites. Et il n'y a rien qui remplace cette pensée-là. Rien. Et donc Emmanuel Macron l'avait compris en voulant réenchanter le monde, sauf que il n'y avait que la promesse et il n'y a rien eu derrière. Je voudrais vous lire les propos de Raymond Soubi parce que c'est clairement dans notre sujet. Dans le Parisien ce matin, il est à l'origine de plusieurs réformes des retraites et il nous dit « Le mouvement du 5 décembre ne vient pas d'abord des syndicats mais des bases. Ce qui rend tous ces mouvements inquiétants, c'est qu'il y a une radicalité des bases prêtes à en découdre. » Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est quelque chose à la gilet jaune qui échappe totalement aux canaux habituels de représentation. D'où la fébrilité du gouvernement, parce qu'il n'y a pas de prise. Et ce qui est intéressant, c'est que vous parlez de Raymond Soubi, qui est quand même un des maîtres en la matière et qui connaît le pays comme le fond de sa poche. Il y en a un autre qui connaît le pays comme le fond de sa poche. Il s'appelle Jean-Paul Delevoye. Et Jean-Paul Delevoye a engagé un processus extrêmement intéressant, participatif, de façon très discrète sur les retraites. Et il a sillonné la France. Il est arrivé à un résultat. Et là, on sent bien... Vous vous souvenez de la crispation qu'il y a eu lieu et des engueulades qui ont lieu. Il s'est fait recadrer. Et quelque part, il avait le sentiment que ce travail de couture extrêmement fin a été balayé par des gens qui ne comprennent pas en fait la subtilité, la sensibilité du sujet. Quand vous choisissez un métier et que vous connaissez le système de retraite, vous le choisissez aussi pour le système de retraite. Donc le changer en cours de carrière, c'est vécu comme une injustice. Donc Jean-Paul Delevoye, pour le coup, ne défend pas la clause du grand-père. Lui, il voudrait que ce soit mis en place plus tôt. Néanmoins, je pense qu'il manque de capteurs aussi chez un certain nombre de membres de ce gouvernement et que des profils plus burinés à la Delevoye, à la Soubi manquent. En face, manque aussi des interlocuteurs d'une certaine légitimité, d'un certain poids. La journée de mobilisation du 5 décembre s'annonce en tout cas très suivie. Les usagers des transports ont compris qu'ils auraient beaucoup de mal à se déplacer. Et cela, pour Bruno Retailleau, c'est inadmissible. Hors de question de prendre en otage tout un pays et toute une économie, nous dit le patron des sénateurs LR. C'était dans le JDD ce week-end. Il propose donc un service minimum garanti et la réquisition des grévistes. Écoutez. Ce que je propose, c'est un droit nouveau pour les usagers du service public de transport qui consiste à définir un vrai service minimum garanti, c'est-à-dire 33%, un tiers du trafic aux heures de pointe, le matin et le soir. Et un remboursement automatique des usagers pénalisés par la grève. Ça vous fait réagir, Jacques Transo? Oui, parce que même dans ces rêves les plus fous, ça ne s'appliquera jamais. Le droit de grève est un droit fondamental. Il ne peut pas... Déjà, il a évolué. Donc on a mis quelques taquets de sécurité, mais aller jusqu'à imposer aux heures de pointe un tiers de trafic, pour moi c'est une démarche politique. Retailleau vous dit, ça se fait chez les pompiers, ça se fait chez les infirmiers. Oui, mais chez les pompiers et les infirmiers, il y a un enjeu de sanitaire, un enjeu de santé, un enjeu mortel pour des gens. Mais au-delà, ça s'appelle de la politique politicienne et opportuniste. Je suis désolé. Et jamais ce ne sera appliqué. Et en plus, le sortir à 15 jours d'une grève comme ça... Ça s'appelle tout simplement essayer de faire appliquer des lois qui ont déjà été votées. Enfin, ça avait été voté du temps de Nicolas Sarkozy, sauf que les décrets d'application, justement, ont fait en sorte qu'on n'aille jamais vraiment par peur du conflit politique. Mais si vous avez des responsables politiques qui, en permanence, justement, ont peur et se couchent devant la menace, moi, je ne pense pas que ce soit de la politique politicienne. Ça ne passera jamais le contrôle de l'égalité du Conseil constitutionnel. Qu'ils veuillent forcer... Mais
que ce soit le seuil d'un tiers ou un peu moins, ça existe dans d'autres États qui ne sont pas moins des démocraties et qui ne sont pas moins des pays où existent des dialogues sociaux. Donc non, il n'est pas normal dans des métropoles, et encore plus à une époque où on casse les pieds aux gens pour qu'il n'y ait plus de moyens individuels de transport, ça n'est pas possible à notre époque que derrière, parce que peut-être que tout le monde ne va pas mourir parce qu'il ne prend pas le métro jour en question, mais ça n'empêche pas qu'il y a des tas de gens pour qui, si ça relève d'engagements qui ne sont pas vitaux, mais qui sont essentiels par rapport à leur vie à eux, par rapport au fait qu'ils doivent faire garder leurs enfants, par rapport au fait qu'ils ont des entreprises à faire tourner. Donc non, on ne peut pas balayer d'un revers de la main comme ça, au motif que d'autres ont les moyens de bloquer le pays. Ça n'est pas possible. Pour le coup, je pense que M. Retailleau est plutôt courageux sur ce sujet-là, même si après, il faut voir comment juridiquement ce serait appliqué. Alors, je ne partage pas ce point de vue. J'ai bien compris. On l'avait tous compris. Je pense que c'est illusoire. Je pense que c'est la politique politicienne. Et je reconnais simplement... je reconnais simplement que les gens qui sont en mesure de bloquer le pays ne sont pas forcément les plus à plaindre. Et là, s'il y a convergence des luttes... mais c'est même pas tellement le sujet. Avec la RATP, avec la SNCF, avec Air France, peut-être avec EDF, ce n'est pas les gens les plus à plaindre. D'accord ? Ça, je le reconnais. Ça n'est même pas le sujet. Il y a un souci. Ça n'est pas le sujet. La règle, elle ne se fixe pas par rapport à la justesse de X ou X cause. Que le conflit soit justifié ou qu'il ne soit pas justifié, ça ne change rien au fait que précisément, il devrait y avoir un service minimum dans les transports publics des grandes métropoles. Non, le problème de fond, c'est qu'on est incapable d'anticiper et d'empêcher qu'une grève arrive, parce qu'on n'a pas la culture de la négociation, et que du coup, on a cette fameuse gréviculture qu'on peut déplorer. Mais c'est certainement pas. Et un problème de représentativité, mais c'est certainement pas avec des interdictions, une loi supplémentaire qu'on arrivera à régler le problème. Parce que vous aurez encore plus de gens dans la rue. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait des conventions citoyennes pour le climat, thématisées, par exemple. On réinvente l'art du compromis. La démocratie, c'est l'art du compromis. On arrête avec cette guerre patron-salarié, si c'est possible, et on avance pas à pas. J'ai pas la solution. Moi, je suis que journaliste. Mais si vous voulez, la démocratie, c'est un joyau, il faut le défendre, il faut comprendre les soubassements de la démocratie, ça passe par l'art du compromis. Donc l'art du compromis, la négociation et certainement pas la grève. C'est un constat d'échec, la grève. Et face à la grève, la réquisition de grévistes, pour vous, c'est comme ce que dit Philippe Martinez, pourquoi ne pas supprimer le droit de grève pendant qu'on y est ? Mais je suis pas... Ce qui est absurde, parce qu'il ne s'agit absolument pas de supprimer le droit de grève. Un tiers de trafic aux heures de pointe, ça n'est pas supprimer le droit de grève. Enfin, faut arrêter quand même avec ce genre d'argument parfaitement spécieux. Et M. Martinez ferait mieux d'essayer d'être capable de contrôler ses troupes et quand il est dans un dialogue social justement de représenter à peu près quelqu'un ou quelque chose qu'il croit encore, où il pourrait lui prendre un engagement qui serait respecté par ses troupes, parce que ça va être le vrai problème, c'est le vrai problème qu'aura le gouvernement. Donc il ferait mieux de se préoccuper de ça, de faire en sorte que si lui signe un accord, lui soit en état de le faire accepter par ses troupes sur le terrain, parce que ça n'est plus le cas. Mais pour le coup, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a une demande de considération. Quand le gouvernement, pareil, par son espèce d'arrogance un peu technocratique ou de jeunes gens n'ayant pas particulièrement rencontré de difficultés dans la vie, traiter les agents SNCF de privilégiés, ils l'ont gardé en travers de la gorge. Non pas que ça ne soit pas défendable à un certain degré, mais parce qu'il y a combien de dizaines de milliers de cadres recrutés par Guillaume Pépi au siège de la SNCF ? Parce que pendant qu'on met des cadres dans des bureaux qui, eux, sont tous très bien payés, relativement par rapport aux agents qui sont sur le terrain. Aux agents qui sont sur le terrain, on enlève en permanence des moyens. Alors quand vous avez un gouvernement qui comprend rien au management et qui comprend rien justement à ce type d'enjeu-là parce qu'il ne s'intéresse pas au métier et qu'il a juste un raisonnement de appliquons des rapports de la Cour des comptes, des espèces de best-of de la Cour des comptes, ça ne marche pas. Il se trouve que l'humain, c'est important. Mais M. Martinez, il ferait bien de s'en préoccuper aussi de l'humain. Ouais, Philippe Martinez, tient-il encore ses troupes ? C'est la question. Souvenez-vous en faites tomber votre micro. Souvenez-vous de la dernière grève à la SNCF. C'était un droit de retrait. C'était donc quelque part une sorte de grève qui n'était pas anticipée. Mais qui lui a totalement échappé. Donc on tourne en rond et il faut trouver d'autres solutions que rejeter la responsabilité sur les uns ou sur les autres. Et qu'est-ce qu'on répond aux usagers qui vont galérer le 5 décembre ou qui potentiellement vont poser leur journée ? Mais le problème n'est pas tant si ça dure une journée, chacun peut vivre avec une journée de conflit. Le problème c'est si ça dure plusieurs jours d'affilée, 1 mois, 3 mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On a bien vu que la stratégie de grève perlée au moment de la réforme de la SNCF n'avait pas fonctionné. Donc oui, ils se disent qu'il faut faire mal et d'une certaine manière, le conflit des Gilets jaunes a montré qu'effectivement dans ce pays, il fallait faire mal pour être entendu ou pour qu'on vous prenne en considération. D'où le fait d'investir sur la considération
considération. Et la rhétorique, on en revient au point de départ de l'émission, quand je vous disais, je pense qu'il se trompe en prenant l'angle des inégalités, ça n'est pas vraiment entendable par les autres Français, quand bien même ils pensent effectivement que certains régimes spéciaux ne sont pas vraiment justes, parce que les vraies inégalités dans ce monde, encore une fois, à tort ou à raison, mais enfin c'est la perception, c'est comme ça que le débat public s'est construit, ce sont d'autres inégalités. Les syndicats de cheminots ont une revanche à prendre, d'après vous, sur cette grève perlée qui n'a pas fonctionné et pour laquelle la réforme a quand même été votée? Je ne pense pas qu'il faille raisonner en termes de revanche, c'est en termes de défense. Moi non, mais eux... Mais oui, ils ont une dent contre cet exécutif. Qui n'a pas eu de dent contre cet exécutif. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont une dent, parfois d'ailleurs exagérée, contre cet exécutif, parce que ça devient parfois irrationnel. Donc revanche peut-être pas, défense sans aucun doute, mais je rejoins Jean-Sébastien Ferjou pour dire que l'angle des inégalités ne recouvre pas la totalité du malaise. Il y a un enjeu de sentiment, réel ou supposé, mais en tout cas il est là, de mépris ou de délaissement, et c'est celui-là qui est le plus dur à juguler. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Avant de passer au grand débat, on va faire un petit détour par l'hémicycle du Sénat. On va vous rejoindre, Alice Bardot. Vous suivez les débats pour nous. Et on a parlé de transition énergétique ce soir. Et oui, Rebecca, cet après-midi, les sénateurs se sont intéressés aux passoires thermiques, ces logements mal isolés où vivent aujourd'hui 3,8 millions de Français. Alors, dans le budget 2020, le gouvernement a prévu un nouveau dispositif, la prime de transition énergétique. Qu'est-ce que c'est? C'est une aide financière destinée aux ménages modestes pour qu'ils puissent réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Aujourd'hui, il existe un système un peu similaire, le crédit d'impôt transition énergétique dit CITE. Mais le gouvernement trouve qu'il coûte trop cher et qu'il n'est pas assez efficace. La prime de transition énergétique sera plus restrictive, mais elle aura l'avantage d'être versée juste après les travaux réalisés dans leur logement. Alors pour la commission des finances du Sénat, c'est une avancée intéressante, mais elle a tout de même quelques réserves. Premièrement, elle regrette que les caractéristiques et les conditions d'attribution de cette prime ne soient pas précisées dans la loi. Ainsi, les parlementaires sont exclus du débat. Deuxième critique, reprise tout à l'heure par le sénateur communiste Éric Bocquet. On l'écoute. La réforme que vous proposez n'est pas réaliste, c'est une véritable tromperie dénoncée tant par les professionnels du bâtiment que par les associations environnementales. Après 2 ans d'attente, le crédit d'impôt pour la transition énergétique est transformé en prime. Mais la réalité, c'est que le dispositif que vous proposez n'est rien d'autre qu'une nouvelle mesure d'économie budgétaire. En effet, 800 millions d'euros seulement seront mobilisés l'an prochain au titre du CITE, contre 900 l'an dernier et 1,6 milliard en 2017. C'est tout simplement incompréhensible. Alors tout à l'heure, les sénateurs ont élargi le champ d'attribution de la prime de transition énergétique pour qu'elle bénéficie à plus de personnes. Et ils ont également agrandi le champ des dépenses éligibles à cette prime. Enfin, ils ont voulu renforcer le dispositif, renforcer l'objectif de transition écologique du dispositif pour respecter l'accord de Paris sur le climat. Vous le voyez donc, toute la difficulté est de trouver un juste équilibre entre l'aide aux ménages, la soutenabilité pour les finances de l'État et évidemment la poursuite de l'objectif de transition écologique. Merci beaucoup Alice pour toutes ces précisions. Allons plus loin, continue avec le grand débat. On va parler des mesures annoncées par le gouvernement pour lutter contre les violences conjugales. Une 50aine de mesures issues d'un Grenelle qui a duré tout de même plusieurs mois. L'exécutif met 360 millions d'euros sur la table. Est-ce suffisant? Est-ce d'ailleurs le bon chiffre? On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant. D'abord le détail des mesures, c'est avec Sandra Cerquera. Un électrochoc, c'est ce que souhaite provoquer le Premier ministre à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales. C'est le regard de toute une société qui doit changer. La façon dont nous envisageons les rapports entre les hommes et les femmes, bien sûr. La façon dont nous envisageons la violence dans ces rapports. La dénonciation, très tôt, systématique. Une 40aine de mesures annoncées, dont certaines existent déjà, comme la ligne d'écoute 3919. Elle fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour faire baisser la récidive, le gouvernement va cofinancer des centres d'accueil des hommes auteurs de violences, 2 dans chaque région.
Ces centres permettront de suivre psychologiquement l'auteur de violence et donc d'offrir la possibilité à sa victime de demeurer à son domicile, car après tout, ce devrait être à l'auteur des violences de partir, non à sa victime. Pour mieux accompagner les dépôts de plainte, 80 nouveaux postes d'intervenants sociaux vont être créés. Policiers et gendarmes auront une grille unique d'évaluation du danger. D'autres mesures seront inscrites dans un projet de loi en janvier prochain, prévoyant la saisie des armes à feu dès le dépôt de plainte, la suspension de l'autorité parentale ou l'assouplissement du secret médical pour permettre aux médecins de signaler s'ils sont d'accord un danger imminent. 360 millions d'euros sont mis sur la table par le gouvernement, insuffisant pour les associations. Un Grenelle, pour nous, il n'y en a qu'un. Et là, en fait, ce que je me dis en sortant de ce Grenelle, c'est qu'il faut qu'on en refasse un l'année prochaine. Une proposition de loi a déjà été adoptée en octobre pour mettre en place un bracelet anti-rapprochement afin de maintenir les conjoints violents à distance, et ce dès 2020. Et allons plus loin sur ce sujet dans le grand débat. Laure Darcos, bonsoir. Vous êtes sénatrice LR de l'Essonne, membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Je précise que nous avions invité un député La République En Marche qui a eu un empêchement, Gaël Le Bohec. Alissa Rabar, bienvenue. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Et Isabelle Rome est avec nous, haut fonctionnaire pour l'égalité femmes-hommes, magistrate et membre de la cellule justice de ce Grenelle contre les violences conjugales. Merci à toutes les trois. Peut-être vous d'abord, Alissa Rabar, on entend pas mal de militantes féministes déçues par les conclusions de ce Grenelle. C'est aussi votre sentiment ce soir à l'issue de 3 mois de discussion. Vous dites tout ça pour ça ? Malheureusement, oui. Je vais rebondir sur ce que Anne-Cécile Meffer disait dans la séquence qu'on vient de regarder. Lorsqu'on entend parler d'un Grenelle, on se dit qu'il va y avoir un avant et un après. Il va y avoir des mesures très fortes et une mobilisation politique très forte. Malheureusement, on est assez déçus globalement. Alors c'est vrai qu'il y a des mesures intéressantes et il y a aussi surtout des pistes intéressantes, mais qui ne sont pas suffisamment concrètes, suffisamment poussées à nos yeux. Donc par exemple, le fait de pouvoir déposer plainte dans les hôpitaux directement, ça c'est pour nous une bonne chose, un point positif. Aussi, il y a des notions très importantes dont on parle depuis très longtemps, comme l'emprise ou alors le suicide forcé, qui sont enfin reconnus, inclus dans le code pénal. Donc voilà, quand même, il y a des choses positives. Mais globalement, voilà, ça ne va pas assez loin. Il n'y a pas assez de mesures concrètes, pas assez de chiffres, pas assez de budget. Donc bon, on pourra y revenir tout au long du débat, plus précisément, point par point, j'imagine. Mais voilà, grosso modo, c'est insuffisant à nos yeux. Laure Darcos, c'est aussi votre sentiment? On a effectivement quand même quelques mesures concrètes. Je parlais des 1000 bracelets anti-rapprochement déployés en 2020. Pour vous, c'est à la hauteur? C'est un exécutif qui avait annoncé les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes comme étant une grande cause nationale du quinquennat. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le cas? Alors concernant les bracelets, comme vous savez, moi j'étais vraiment très allante sur la proposition de loi de mon collègue Aurélien Pradier, qui avançait beaucoup là-dessus, et on va, j'espère, avoir une CMP conclusive. Commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire, un échange entre députés et sénateurs sur le sujet. Je le précise pour nos téléspectateurs. Mais avec quels moyens? Enfin, moi j'attends, je n'imagine pas, dans le projet de loi de finances on va être en train d'étudier, qu'il n'y ait pas 5 millions sur la table supplémentaires dans le budget de la justice pour pouvoir le faire. Enfin, j'espère que ce sera le cas. Moi, je reviens justement d'Evry, où j'étais avec la colonelle Karine Lejeune, qui est chef du groupement de gendarmerie, qui rassemblait toutes les associations essonniennes, et ainsi que la procureure de la République et une victime qui a eu un témoignage extrêmement poignant. Et côté association, bien évidemment, beaucoup de déception, puisque c'est en même temps très bien parce que la parole se libère, comme pour un autre point de vue sur le MeToo. Donc il y a plus de femmes qui osent porter plainte et qui osent appeler les associations, mais en même temps, du coup, elles sont débordées. C'est ce que nous ont dit aussi les gendarmes et les policiers. Là aussi, on en revient à la même chose, elles manquent de moyens. Elles manquent de moyens. Pareil pour les gendarmes et les policiers qui ont... il y en avait un qui témoignait que depuis le début, depuis ce week-end, il y avait déjà eu 4 gardes à vue pour violences intrafamiliales. Donc, c'est en même temps plutôt bien, c'est-à-dire qu'elles osent. Sauf que j'ai juste appris justement cet après-midi qu'en moyenne,
les femmes font 16 allers-retours avant de finir par porter plainte. Tellement elles peuvent être sous l'emprise de leur conjoint ou simplement parce que elles font le premier pas et puis elles ont peur, et puis elles se disent c'était sous l'emprise de l'alcool donc il va changer. Enfin voilà. Donc je pense que là-dessus. 16 allers-retours en moyenne. 16 allers-retours. Et alors honnêtement, il y a un chiffre, j'ai cru que c'est trompé d'un zéro quand j'ai lu le compte-rendu, parce que j'ai pas pu écouter le Premier ministre en direct ce matin. 1000 logements supplémentaires. J'ai cru que c'était une blague. Vous avez oublié un zéro. Enfin, je veux dire, non, mais dans l'Essonne, on en aurait besoin de 300 supplémentaires. Enfin, parce que c'est très bien la mesure sur l'éloignement du conjoint et sa prise en charge psychologique. Hein, un policier en parlait, enfin un gendarme en parlait cet après-midi. Mais la plupart des femmes ne veulent pas rester dans le domicile, qui est souvent au nom du conjoint. Donc, il faut pouvoir les loger. Et c'est leur principal souci. Et elles portent plainte et elles vont au bout de la procédure lorsqu'elles savent où est-ce qu'elles vont pouvoir atterrir, entre guillemets, avec leurs enfants. Isabelle Rome, si on revient sur la question de la justice, pas encore celle du logement, ce manque de moyens, c'est-à-dire c'est bien que les femmes appellent, c'est bien qu'elles portent plainte, mais après on a un problème de moyens pour les accueillir dans de bonnes conditions. Oui, alors, comme vous l'avez dit, la justice est bien présente et prend toute sa part dans ce travail. Vous avez indiqué que 1000 bracelets anti-rapprochement seraient mis en place donc, en janvier 2020. De même, un effort important est fait aussi pour le financement des espaces de rencontres qui permettent ce qu'on appelle un droit de visite médiatisé, c'est-à-dire que pour éviter que les enfants soient mis en situation de danger lorsque leur papa les récupère le week-end, enfin pour un petit moment. Donc, ils peuvent aller comme ça dans un lieu neutre. C'est à la fois une garantie de sécurité pour les enfants et pour les mamans. Hein. Donc ça, un effort subséquent est mis aussi sur ce dispositif. Mais vous avez la garantie du financement? C'est-à-dire que ce que pointe Laure Darcos sur ces mesures qui sont bonnes, qui vont dans le bon sens, est-ce qu'on a l'argent? En tout cas, ça fait, je veux dire, c'est très pointé au ministère de la Justice. Enfin, il n'y a pas de question sur le financement de ces mesures. Hein. Il n'y a pas de question. Ensuite, ce n'est pas du tout pour botter en touche que je vais dire ça. Moi, je suis magistrate, ça fait 30 ans que je fais du pénal, j'ai été présidente de cour d'assises et j'ai fait un certain nombre de constats au cours de ces années. Et je pense qu'aujourd'hui, l'heure est grave face au nombre de femmes tuées. Vous savez, moi, les visages des femmes sur des photos que je n'ai pas pu voir parce que je jugeais leurs assassins aux assises, vous voyez, ils me hantent toujours, ces visages. Donc, voilà, c'est aussi pour... Il n'y a pas de politique dans votre propos ce soir. C'est pour ça qu'on se bat. Et donc, il est important que nous réinterrogions nos pratiques. Si on veut changer de paradigme, si on veut changer de braquet, comme le dit la garde des Sceaux, il faut que nous nous réinterrogions. C'est ce que la justice a commencé à faire. Courageusement, la garde des Sceaux a saisi l'inspection générale pour examiner qu'est-ce qui s'est passé dans un certain nombre d'homicides. On a vu un certain nombre de constats effectués et de dysfonctionnements. Nous les entendons. Nous n'avons pas attendu ce rapport, d'ailleurs. Depuis 1 an, nous avons mis en place un programme de formation renforcé pour que les magistrats, mais pas que les magistrats, des avocats, des policiers, des représentants associatifs, aient des formations en proximité, près des cours d'appel. Il faut que tous les intervenants, par exemple, sachent ce qu'est le phénomène d'emprise, ce qu'est le psychotraumatisme. Si on n'a pas connaissance de ces deux phénomènes, on passe à côté d'un traitement adapté de ces procédures de violence conjugale. Et donc, il est important que cette remise en cause se fasse et que des efforts soient faits. Nous mettons aussi en place des expérimentations pour des filières de l'urgence, donc au tribunal de grande instance de Créteil, de Rouen, d'Angoulême, pour que les procédures, notamment en demande de protection, d'ordonnance de protection, soient traitées rapidement, parce que le danger n'attend pas, mais aussi en qualité. C'est-à-dire traiter vite, mais traiter de manière adaptée justement à ces infractions. Alissa Barrard, quand vous entendez cela, est-ce que vous pouvez vous dire peut-être oui, il va y avoir un avant, un après Grenelle?
Alors, les mesures qui concernent la justice font partie de celles qui m'ont le plus convaincue dans le Grenelle, et notamment le 17 novembre, le rapport qui a été rendu par Nicole Belloubet, dont vous parlez, et qui pointe les dysfonctionnements que les associations féministes dénoncent depuis des années et des années. Mais enfin, voilà, la sphère politique se saisit de ces questions-là, les refus de dépôt de plainte, 80% des plaintes pour violences conjugales qui sont classées sans suite. Sur les 65, sur les victimes de féminicide, 65% qui avaient été signalées ou qui s'étaient signalées. Problème de formation aussi, hein, des forces de l'ordre. Donc problème de formation. Peut-être. C'est ça, absolument. Et ça, c'est pointé dans le dossier de presse sur le Grenelle, la formation de la police. Donc sur le premier semestre de 2020, il devrait y avoir une formation. Voilà. Donc là, c'est pareil, on n'a pas vraiment de budget, etc. Et pour moi, un angle mort aussi de ce Grenelle, c'est la formation plus générale. Donc vous parliez des magistrats et des magistrates, il y a également les professionnels de santé. Pour nous, c'est l'ensemble des professionnels en contact avec les femmes victimes de violences qui devraient être formés sur ces questions. Je voudrais corriger un petit chiffre. Allez-y, vous pouvez, c'est un débat en direct. Parce qu'en fait, il y a eu peut-être quelques incompréhensions par rapport à ce rapport, et je pense qu'il est important de rétablir la vérité. Le chiffre de 80% qui est indiqué dans le rapport de l'inspection ne concerne que les dossiers qui ont été ouverts par l'inspection. Donc il y en a eu 88, 60 homicides, les autres étaient des tentatives. Mais sur la France entière, par an, on a un taux de réponse pénale de 86% sur les violences conjugales. Voilà. Donc dans 86% des dossiers, il y a une réponse qui est apportée. Je pense qu'il est très important d'apporter ce correctif, parce que sinon on est quand même vraiment dans le contresens et vraiment dans l'effroi. Et ce n'est pas le cas. En plus, là où vous avez raison, c'est que je pense que ça dépend d'un département à l'autre. Moi, j'ai la chance d'avoir un département, enfin la chance, malheureusement, d'être un département très touché, l'Essonne, par les violences conjugales, mais donc avec du coup un monde de la justice, une procureure de la République et des forces de l'ordre qui sont très très mobilisées. Et c'est amusant parce qu'en fait, elle n'a pas attendu, par exemple, qu'on puisse peut-être lever le secret médical pour dire je veux sensibiliser le monde de la santé. Nous, on avait fait des ateliers pour les Grenelles auxquels j'ai assisté à la préfecture. Il manquait en fait ce secteur de la santé comme le secteur de l'éducation. Il faut que tout le monde soit avec la même information, la même coordination en fait d'information, et que donc la personne aille ou pas directement à l'hôpital ou voir son médecin traitant ou aller porter plainte à la gendarmerie, que tout ce monde, qu'elles se sentent portées et que ça aille jusqu'au bout. Parce qu'en fait, je pense que sinon, elles ont le temps de se rétracter par intimidation, etc. Et donc les choses sont un petit peu différentes. Moi, je voulais juste revenir sur 2-3 points parce qu'on n'a pas attendu non plus en même temps les Grenelles. Je suis à la délégation aux droits des femmes au Sénat. On a fait beaucoup de rapports. La proposition de loi d'Aurélien Pradier, on n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'on voulait pour certaines sur certains de nos bancs lors de son passage au Sénat, mais notamment sur l'autorité parentale. On avait déjà beaucoup travaillé dessus. Annick Billon, qui est notre présidente de délégation, a demandé un rapport au gouvernement sur ce sujet. Donc, il y a, en fait, je suis pas en train de dire c'est nous qui l'avons porté avant, etc. C'est en fait, je pense, une concordance entre les associations, le monde de la justice, le monde des forces publiques, etc. Une concordance historique, parce qu'il y a un sénateur qui travaille sur les violences faites aux femmes depuis plus de 10 ans, et peut-être que le grand public ne le sait pas trop. Il a même fait voter une loi majeure en 2010. On va le rejoindre, c'est Roland Courteau, puisqu'il est en salle des conférences avec Fanny Conquis, et il va nous expliquer tout cela. Courteau, vous suivez ces sujets des violences faites aux femmes depuis longtemps. Pour vous, un des aspects essentiels, c'est la prévention. Oui, évidemment. Dans l'immédiat, il faut sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences, protéger plus efficacement les victimes, et notamment les enfants, les femmes et les enfants. Mais si on veut éradiquer ce fléau à moyen terme, alors il faut commencer par combattre les inégalités, parce que c'est sur le terrain des inégalités entre les femmes et les hommes que prospèrent les violences intrafamiliales et conjugales. Alors comment faire concrètement ? Et dans le même temps, il faut aussi s'attaquer aux stéréotypes sexistes, lesquels génèrent ces mêmes inégalités. Et là, il faut commencer dès le plus jeune âge. Alors ça veut dire à l'école,
À Il faut commencer la dès le maternelle, plus jeune l'école âge. primaire. J'ai fait adopter un amendement dans la loi de 2010 qui donne possibilité aux chefs d'établissement d'inviter des associations, des parlementaires, des personnels des forces de l'ordre pour parler de ces inégalités, pour parler de la lutte contre les préjugés sexistes, les stéréotypes sexistes et notamment des violences à l'égard des femmes. Et je peux vous dire que je m'applique cette disposition législative. J'ai rencontré depuis une dizaine d'années plus de 16 000 collégiens et lycéens. Et je suis optimiste. Relativement, évidemment, quand je vois les réactions des garçons lorsqu'on leur parle de cette nécessité de lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est comme ça qu'on va changer le regard et du coup et les mentalités. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut, je crois, s'attaquer aux racines du mal. Les stéréotypes sexistes. Voilà le danger. C'est eux qui génèrent ces inégalités. Est-ce qu'il faut aussi informer sur les droits des femmes, les sanctions encourues, informer sur ce sujet-là? Alors là, je crois que on a droit, une fois par an ou deux, à des campagnes à la télévision, dans la presse, pour sensibiliser l'opinion. C'est très insuffisant. Plus on en parlera de ce fléau, plus vite on fera reculer le fléau en question. D'ailleurs, j'ai vu qu'un sondage récent démontrait que 65 à 70% des Français considéraient qu'on ne parlait pas suffisamment assez de ce fléau-là. Donc il faut multiplier les campagnes de prévention, les campagnes de sensibilisation, les campagnes d'information. Vous savez, au lendemain de l'adoption de ma première loi spécifique, la loi de 2006, on a abondamment communiqué dans mon département. Mais je vais vous dire une chose, l'année qui a suivi, le nombre de plaintes a augmenté de 58%. Donc vous avez vu l'effet immédiat de cette communication. On a contribué à déchirer le voile du silence. Merci beaucoup Roland Courteau d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci à vous Fanny. Isabelle Rome, une réaction? Oui, bien sûr, lutter contre les stéréotypes, mais aussi prendre en charge cette violence. Nous faisions un petit aparté avec Madame la sénatrice, et c'est vrai qu'il y a aussi ce phénomène de la violence. Un certain nombre d'auteurs ont pu aussi parfois être victimes de violences dans leur enfance. Il faut pouvoir éviter ça pour les jeunes générations. Travailler ce problème, et c'est pourquoi d'ailleurs avec le parquet général de la Cour d'appel de Paris, nous allons, le parquet général va lancer une expérimentation sur l'évaluation psychologique, justement sur la dangerosité criminologique des auteurs, dans le cadre d'une nouvelle procédure qui s'appelle la comparution à délai rapproché, c'est-à-dire avec un premier passage devant le procureur et dans un délai de 2 mois, ensuite le jugement. Donc pendant ce délai de 2 mois, nous pourrons effectuer une expertise approfondie, ce qui n'est pas possible pendant le temps des gardes à vue, ce qui fait que le tribunal aura des éléments importants, intéressants lors du jugement. Et ça, c'est une avancée aussi importante, puisque nous allons travailler aussi avec un pool d'experts. Et puis, dans les différentes mesures envisagées, aussi bien sûr des protocoles pour la prise en charge des auteurs, sur la prise en charge de la violence, notamment dans le cadre de l'éviction du conjoint du domicile, pour que on ne laisse pas cette violence sans réponse, sinon elle est reproductible et c'est la récidive. Voilà. D'où l'importance du travail de prévention dont parle Roland Courteau et sur lequel il travaille depuis 10 ans, Alissa Abara. Oui, absolument. Je suis contente qu'on en parle parce que pour moi, c'est aussi un des angles morts du Grenelle. Il n'y a pas beaucoup de propos autour de la sensibilisation. Donc, Oser le féminisme, on est une association de sensibilisation. On pense qu'il y a vraiment 2 jambes dans le combat féministe, le combat pour l'égalité. C'est évidemment les avancées législatives, mais également le changement des mentalités, cette sensibilisation. Donc, nous, on fait des j'ai compris qu'il y aurait des interventions. choses dans les écoles, justement, que ça fait partie des mesures issues de ce Grenelle, c'est d'aller dans les écoles pour parler aux jeunes et justement lutter contre les discriminations hommes-femmes. En fait, c'est assez faible parce que depuis 2010-2013, il y a cette obligation normalement de formation des enseignants et des enseignantes. Il y a des associations qui se rendent dans les établissements scolaires. C'est le cas d'Oser le féminisme. On va dans les collèges et les lycées. À Toulouse, moi je viens de Toulouse, il y a une association qui s'appelle Artemisia qui intervient même
dans les crèches, parce que c'est dès le début de la socialisation, en fait, qu'il y a ces stéréotypes de genre qui s'instaurent. Et en fait, le Grenelle n'apporte... question de la prévention, le gouvernement ne va pas assez loin là. Ça n'apporte pas de précision au niveau du contenu des formations, ni au niveau du volume des formations. C'est encore trop peu sur un volet aussi important. On aurait aimé beaucoup plus de choses, et aussi et surtout des campagnes à l'échelle nationale, des campagnes pour le grand public, parce que ça passe pas que chez les jeunes. Sur la question des violences, on sait que par exemple sur un viol, on a tellement à travers notre culture le mythe d'un viol qui se fait, l'agresseur est un étranger, c'est dans une ruelle sombre, la victime a bu, elle est sortie tard le soir, etc. Alors que dans 90% des cas, les viols se font par un agresseur connu de la victime, donc un membre de la famille, un conjoint, etc. Et du coup, les victimes mettent parfois des années avant de se rendre compte de ce qu'elles ont vécu, et du coup, quid du dépôt de plainte, etc. Même dans un système où, au niveau pénal, au niveau judiciaire, il n'y aurait aucun problème, aucun dysfonctionnement. Donc la sensibilisation, c'est excessivement important. Et par exemple, justement, dans l'introduction de son dossier de presse sur le Grenelle, Marlène Schiappa énonce ce nombre par rapport au 3919, du coup, la ligne d'appel pour les urgences pour les femmes victimes de violences. Il y aurait 8%, avant le début du Grenelle, 8% de la population française qui connaissait ce numéro. À la fin du Grenelle, on monte à 59%. Et les appels sont passés de à peu près 150 par jour à 600 par jour. Donc c'est énorme. Et on se rend bien compte qu'avec un petit effort du gouvernement, lorsqu'on parle de ce genre d'informations, eh bien, ça fonctionne. Alors, dans ce débat, à tort ou à raison, on prend toujours l'exemple de l'Espagne comme modèle. Il faut dire que les résultats sont là. C'est évidemment toujours beaucoup trop, mais les féminicides ont vraiment reculé. Je voudrais juste vous donner quelques chiffres. 47 femmes sont mortes des mains de leur conjoint ou ex-conjoint en 2018, 46 depuis début 2019. Elles étaient 71 en 2003. Je rappelle qu'en France, depuis le début de l'année 2019, au moins 137 femmes ont été tuées. Alors on a eu envie d'en savoir un petit peu plus sur l'Espagne. Flora Sauvage est allée tourner un reportage pour l'émission Europe Hebdo qui sera diffusée mercredi prochain. Elle a recueilli différents témoignages de femmes, de professionnels, et elle a interviewé un juge spécialisé de ces affaires, parce que ça existe là-bas, et il nous explique tout ce qu'il peut faire lorsqu'une plainte est déposée. Je voudrais qu'on l'écoute. Quand je prends une ordonnance de protection, je dois décider si je mets en place une mesure anti-rapprochement de l'agresseur vis-à-vis de la victime. L'idée, c'est que la victime soit protégée tant au niveau pénal qu'au niveau civil. Je peux envoyer l'agresseur en prison ou lui faire porter un bracelet électronique. Lui ordonner un contrôle s'il approche d'un certain périmètre à proximité de la victime. Je peux aussi décider d'une mesure de protection 24 heures sur 24 pour la victime. On comprend en tout cas qu'il peut faire beaucoup de choses, Lorda. Oui, c'est vrai qu'on a pris ce modèle espagnol, même pendant nos discussions parlementaires. Moi, je voulais revenir justement auprès de Mme Rome pour dire, j'avais fait un amendement qui n'est pas passé au Sénat, mais j'espère que ça passera après de nouveau à l'Assemblée, sur le fait qu'en fait, j'avais vu qu'un juge des affaires familiales n'osait pas entraver une liberté aussi importante que de mettre un bracelet anti-rapprochement, et qu'il fallait que ça passe par les juges des libertés et la détention. Et moi, j'ai un procureur en Essonne qui, en effet, le passe directement en fait en pénal quand les faits sont avérés. Et je pense qu'on a en France ce problème qu'au départ, les choses sont réglées aux affaires familiales. Et aux affaires familiales, ça ne se passe pas de la même façon. Et je peux vous dire que j'ai eu des témoignages là dernièrement de femmes qui me disent mon ancien conjoint va purger sa peine, et après, est-ce que je vais pouvoir avoir un éloignement en fait à vie qui va me permettre de pouvoir être en sécurité? Je voulais juste revenir 2 minutes après. Oui, parce qu'il nous reste 2 minutes. Voilà. C'est que sur le genre, etc., je trouve ça très important. Mais je pense vraiment qu'il faut mettre le paquet sur ces enfants qui eux-mêmes ont vu ces violences conjugales entre leurs parents et qui ont eux-mêmes subi leurs violences. Parce que malheureusement, les chiffres sont terribles. Autant les violences conjugales sont sur toutes les secteurs, les classes sociales, autant il est avéré en effet que lorsqu'on n'a que ça comme modèle familial, on reproduit la même chose. Et je pense que c'est ça qui est vraiment le plus important, c'est qu'aujourd'hui il faut peut-être traiter, et ça manque au Grenelle, traiter vraiment avec soin ces enfants qui ont subi un tel spectacle. Isabelle Rome, pardonnez-moi, il nous reste 1 minute. Non, alors juste pour dire que la réponse
pénale, elle existe et la contrainte existe. Simplement, ce sont deux juges différents qui apportent des réponses, mais elles existent. C'est-à-dire que les contrôles judiciaires avec éloignement, le bracelet anti-rapprochement pourra être prononcé aussi bien par un juge pénal que par le juge des affaires familiales. Mais seulement, effectivement, dans le cadre civil, avec l'accord. Mais sinon, c'est possible aussi au pénal sans l'accord. Et instruire dans les 72 heures qui suivent une plainte. Oui, ça, c'est ce qui se passe en Espagne. Mais si vous voulez, nous n'en sommes pas forcément très loin. Quand vous avez quelqu'un qui, après 48 heures, passe en comparution immédiate, on traite aussi, vous voyez, dans les 72 heures. Donc, en fait, il faut aussi voir comment ça fonctionne avec notre propre système. Parce que quand on regarde bien sûr que l'Espagne est globalement en avance sur un certain nombre de points, mais on n'est pas si nul quand même. Et en tout cas, les réponses sont apportées aussi au pénal et elles peuvent être aussi apportées dans l'urgence. L'urgence, elle est surtout améliorée sur la prise en charge civile dans le cadre des ordonnances de protection. Et c'est justement tout le travail que nous menons en co-construction avec les juridictions. Parce que aussi, ce qui est important, c'est de construire avec les parquets qui ont déjà pris des initiatives intéressantes, les juridictions, une vraie politique pénale de lutte contre les violences conjugales. Et on continuera d'en parler sur Public Sénat. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues ce soir débattre très sereinement de ce sujet. Merci à vous. C'est rare, mais merci. Demain, 7h30, Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Gilles Legendre, député de Paris, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Dans un instant, audition publique. Et ce soir, l'invité, c'est Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Très bonne soirée sur Public Sénat.